Donc ce matin, nous avons vu en partie les problèmes qui sont devant nous sur la route, dont notamment le fait que l'absence totale de contrôle qu'on a des grandes routes internationales à travers l'Eurasie, sur le continent eurasiatique, pose des problèmes à différentes sortes de personnes, différents pays, notamment l'Inde. Vous avez vu sur la carte en question, l'Inde, elle est dans le vide en bas, elle est en train de se rattraper avec la Russie, avec INSTC, et donc avec un gros terminal qui est en train d'être fait à Bombay. Et puis, ultérieurement, il y aura un autre énorme terminal sur la côte golfe du Bengale. Et là, ça sera la nouvelle route qui passe par la mer glaciale du nord vers le pôle nord, qui est en train de se dégeler petit à petit. Et les Russes sont en train de construire, mais ça ne nous console pas vraiment, parce que c'est toujours eux, quoi, des brise-glaces nucléaires extrêmement puissants qui permettront là aussi de gagner énormément de temps pour amener les conteneurs, parce qu'essentiellement c'est ça, depuis Mourmansk, tout le long du pôle Nord, redescendre par la mer de glace et jusqu'à Vladivostok, et puis après ça, jusqu'à Bombay. Là aussi, enfin non, jusqu'à je ne sais pas, Calcutta ou un des ports de la... comment ça s'appelle maintenant? Chennai, Madras, voilà. Donc, de ce côté-là, du côté oriental. Et donc, c'est gros problème pour l'Inde. Et problème aussi pour le Pakistan, parce qu'ils ont une bretelle qui descend vers les mers chaudes, qui s'appelle le CPEC, China-Pakistan Eastern Corridor, mais sur le chemin de ce voie de transport multimodal, il y a les Baloutches, qui parfois sont un peu rugueux et qui donc exigent pour chaque dizaine de mètres des bakchiches absolument phénoménaux. Et d'ordinaire, nos amis chinois n'hésitent pas à rétribuer comme ça confortablement ce genre de situation difficile, mais même là, ça leur semble cher. Alors, vous dire à quel point c'est, et donc le CPEC qui aboutit à Gwadar, pas très loin de Chabar, donc du port qui est en eau chaude le plus oriental de l'Iran, est handicapé par ce fait. Mais sinon, toujours, c'est les quatre dont j'ai parlé tout à l'heure, le camarade Xi Jinping, le camarade Poutine, le camarade Khamenei et le camarade Erdogan, qui contrôlent 99% du dispositif pour l'instant. Alors, il y avait une alternative qui s'appelait India Middle East Corridor, IMEC, qui devait partir de Bombay, qui devait, par voie maritime, aller jusqu'à Dubaï, traverser toute la péninsule arabe et atterrir à Haïfa, et après ça la Méditerranée. Mais disons qu'à l'heure actuelle, en tout cas pour le moment, la situation au Moyen-Orient et le taux d'approbation d'un tel projet par sondage auprès de la population saoudienne le rend plus lointain que prévu. Donc ça, c'était ce qu'on a vu ce matin, les problèmes, donc ce qu'il advient des islamistes, comment ils évoluent, vers quoi on va, à quelle sauce on va être mangé. Et puis, cet après-midi, il y a 3 éléments, non pas de solution en mode baguette magique, car hélas, même des esprits brillants comme ceux qui à cette tribune ne le possèdent pas tous forcément immédiatement, mais quand même des pistes. Il y a 3 sortes de pistes. La première piste, c'est premièrement les instances internationales, François Farcy, police fédérale belge, qui est un des meilleurs experts non seulement des affaires criminelles dans son pays, mais également de l'art et de la manière de manipuler un peu les instances européennes pour les rendre plus efficaces, domaine dans lequel, pour reprendre la formule immortelle des énarques, il y a une marge de progression, et premièrement. Deuxièmement, comme toujours, instrument sans égal pour fluidifier, pour faciliter, pour rendre les outils d'aide à la décision plus rapidement efficaces, répondre plus vite
aux interrogations des grands seigneurs qui nous dirigent, il y a l'intelligence artificielle avec Jean-Baptiste, qui cette année a une nouvelle à vous annoncer, c'est le fait que désormais, il n'est pas simplement le pilote d'un avion de chasse qui s'appelle sa société, il dirige une escadrille avec d'autres qui agissent dans la même direction. Et pour une fois, Bercy et les grandes instances ont vu clair et semble-t-il pas trop tard. Donc ça, c'est inouï. Et ça mérite, pour une fois, qu'on les félicite. Et enfin, Daniel Dory, qui a développé un talent dont il vous fera part, on vous montrera des projections sur le rôle essentiel de la cartographie et qui, à partir de ces éléments cartographiques qui vous seront projetés, vous pourrez avoir une idée de ce que lui... concrètement, c'est-à-dire à partir d'éléments concrets matérialisés sur des cartes, voit comme perspective nouvelle. Donc l'Europe, essentiellement, l'intelligence artificielle et la cartographie et les problèmes dont on a parlé ce matin, mais vu à travers de sa spécialité qu'il défend depuis de longues années avec un de ses collègues qui s'appelle Terry, mais qui n'est pas avec nous aujourd'hui, et donc pour vous montrer un peu comment on peut arriver plus vite qu'auparavant à cerner les problèmes, à les identifier, à les poser sur des éléments concrets comme une carte, et donc tel sera le programme de l'après-midi. Après ça, il y aura une table ronde, c'est-à-dire que trois des orateurs de ce matin discuteront entre eux et avec vous. Premièrement, Alain Boer, qui sera un des trois, François Farcy sur la dimension européenne, et notre vieille amie Élie Carmon, qui donc, je vous ai parlé ce matin déjà, a développé les études sur le terrorisme depuis de nombreuses années en Israël, et l'université qui auparavant s'appelait Herzliya et qui maintenant s'appelle Reichmann, et donc ils vous parleront de leur vision, de l'évolution des choses, de manière à conclure la journée. La partie assise. Après ça, il y a un élément quand même important, il y a des thésards, c'est-à-dire des gens qui font de la recherche au CNAM et qui sont des doctorants, qui viendront exposer, comme l'a dit Madame l'administratrice générale ce matin, le contenu de leur thèse, sur notamment le fait qu'il faudrait s'intéresser de plus près à tout ce qui touche en matière d'information précoce et de renseignement aux germes, aux microbes, aux virus, aux bactéries et à tout ce qui nous pourrit la vie maintenant de plus en plus, à nous et à nos frères à quatre pattes, parce que vous avez vu que les troupeaux sont affectés, que les singes tombent comme à Gravelotte et que certaines maladies animales sont en passe de se transférer à l'homme. Et dans les travaux donc entourant la thèse en question, j'ai appris quelque chose de phénoménal et que j'ignorais complètement. Pourquoi d'abord Louis XV et ensuite Napoléon, qui étaient chacun dans son genre des gens un peu avec une vision et une idée de ce que c'est que de gouverner un pays, ont abandonné la Louisiane et puis après ça Haïti et puis toute la côte américaine du Sud. C'est à cause de la fièvre jaune. C'était déjà la guerre des microbes. L'armée de Napoléon envoyée pour reconquérir Haïti fondait de plusieurs milliers de morts par mois. On n'a pas idée de l'ampleur de la catastrophe sanitaire que ça a causé. Et par conséquent, ce qui paraît comme un caprice inepte de type qui dit ben non, ça ne m'intéresse plus, quelques arpents de neige, ok, là-haut ça allait encore, vous n'avez pas trop de microbes, mais la partie sur la Louisiane notamment, et puis les îles, la grande partie des îles des Caraïbes les plus proches du continent américain, tout ça n'a non pas été abandonné par caprice royal en disant je préfère m'offrir une Mercedes, pas du tout, c'était simplement parce que les armées fondaient comme neige au soleil. Et donc on a ignoré pendant longtemps, il y a eu naturellement ce qu'on appelait la grippe espagnole après ça, mais l'histoire de la microbiologie joue dans la stratégie un rôle très important. Et donc, c'est l'objet d'une des thèses en question et d'autres aussi, tout aussi intéressantes. Voilà. Donc, le premier à y passer, qui c'est
Jean-Baptiste parce qu'il a un rendez-vous en fin d'après-midi et donc je lui ai promis qu'il serait libre le plus vite possible. Et donc, Jean-Baptiste, merci d'être avec nous une fois de plus et à toi la parole. Bonjour à tous, donc je suis Jean-Baptiste Fantin, dirigeant et cofondateur de la société Nukai, qui est une start-up d'intelligence artificielle que j'ai cofondée en 2018. Alors c'est la deuxième fois, à un an d'intervalle, que Xavier me fait le coup de m'inviter dans cet endroit avec des intervenants tous plus brillants les uns que les autres, qui exposent des problèmes, qui dessinent les contours du monde de demain et les menaces qui vont avec. Et après, tous les yeux se braquent vers moi en me disant qu'est-ce que l'intelligence artificielle peut apporter comme réponse. C'est une tâche un peu lourde qui m'incombe, mais je vais essayer de donner des premiers éléments de réponse. Alors pour ceux qui étaient là et qui s'en souviennent, il y a un an, j'avais dressé un panorama de l'intelligence artificielle et j'avais alerté sur les dangers d'une trop grande focalisation sur un type très spécifique d'intelligence artificielle qui est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle des données, le big data, et puis son avatar du moment qui était l'IA générative. Et j'avais dit, attention, l'IA c'est beaucoup plus vaste, général que ça. L'IA des données qui est promue, et c'est pas complètement neutre par tous les GAFA, tous ces grands acteurs, tout simplement parce qu'ils possèdent eux-mêmes les données. Et bien cette IA, dans le domaine qui nous intéresse, qui est celui de la sécurité et de la défense, n'a jamais apporté quoi que ce soit comme élément de réponse vraiment concret. Donc, fort de ça, j'avais expliqué pourquoi j'avais créé à l'époque, en 2018, Nukai, qui avait vocation justement à développer des IA qui puissent aller plus loin que ce fameux big data, que ce fameux entonnoir à données, qui permettent de raisonner, qui permettent d'interagir avec d'autres IA, d'autres personnes. Et voilà, donc j'avais fait de la promotion en gros de mon entreprise. Bien, maintenant, aujourd'hui, où en sommes-nous un an après? Eh bien, j'ai deux grandes nouvelles, en fait, pas une, mais deux grandes nouvelles à vous annoncer. Tout d'abord, sur le panorama mondial de l'intelligence artificielle, parce que c'est vraiment très important. C'est très, très récent, c'est septembre 2024, mais il semblerait que tout le hype autour de l'intelligence artificielle générative soit en train de gentiment s'amortir pour laisser la place à une nouvelle vague, à une nouvelle génération d'intelligence artificielle qui est beaucoup plus prometteuse, à mon sens, que l'IA générative. Alors, je vais m'expliquer. L'IA générative, on ne va pas revenir dessus, elle apporte énormément de réponses à un certain nombre de sujets. Elle permet bien sûr de faire du reporting, de compiler d'énormes masses de documents. Donc c'est très utile notamment pour le travail de consultance, le travail d'analyse. Les analystes utilisent bien sûr ce genre d'outils. Mais en termes d'outils vraiment d'aide à la décision, à l'action, eh bien non. Pour plein de raisons sur lesquelles je ne vais pas revenir. Mais d'abord, il y a ce qu'on appelle les hallucinations. Donc évidemment, dans les domaines qui nous intéressent, on peut moyennement faire confiance à des IA qui sont sujettes à ce genre d'erreurs, fussent-elles rares. Première chose. Elle consomme énormément d'énergie. On a vu des entreprises qui avaient levé il y a un an des millions d'euros à des milliards de valorisation au bout de 3 mois et qui avaient consommé en 3 mois leurs ressources, en 300 millions en 3 mois de ressources informatiques. Bon, en tout cas, aujourd'hui, ce temps-là est révolu. Voilà, ce temps-là est révolu. Et on commence à voir les premières déceptions. Il y a un acteur allemand qui était un peu qui promettait le LLM européen, un modèle fondationnel qui avait levé des millions de dollars et qui vient d'annoncer qu'il se retirait de la course et devenait une boîte de service, ce qui ne doit pas ravir les investisseurs. Voilà. Donc en tout cas, il y a un panorama de l'IA générative. Ça ne veut pas dire que tout était à jeter, pas du tout. Il y a des très belles choses. En France, on peut s'enorgueillir d'avoir des acteurs comme Mistral, par exemple, qui développent avec beaucoup d'intelligence des objets, des outils qui sont très importants et qui sont un enjeu de souveraineté pour nous. Mais en tout cas,
tout ce hype est en train de s'estomper. Alors, quelle est la nouvelle vague ? Alors, très important, parce que le mot-clé, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, vous le trouverez dans des articles récents, mais ça arrive, c'est ce qu'on appelle Agentic AI, l'IA des agents. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, bien sûr, il y a une dimension de marketing, hein, attention. Hein, donc, c'est pas, à chaque fois, il faut trouver des buzzwords pour faire investir les fonds d'investissement. Donc, bon, ça, c'est la vie du business. Mais derrière, il y a une vraie réalité. L'avenir est à des agents IA qui vont être capables d'interagir avec soit des IA, soit des humains, et qui vont être capables aussi de collaborer activement avec des humains. Très important, parce qu'il y a des domaines comme la défense, typiquement, où avoir des agents autonomes peut comporter certains risques, et donc maintenir l'humain dans la boucle est un enjeu évidemment extrêmement important. Et cette IA des agents, en quoi elle se différencie des autres ? Alors, d'abord, par le côté autonome. Ce sont des agents qui vont pouvoir être autonomes ou semi-autonomes, ce qui veut dire que pour des tâches de monitoring en temps continu de données, elles sont extrêmement utiles, puisque évidemment elles ne dorment pas la nuit, elles ne se reposent pas, il n'y a pas de... et ça, c'est vraiment crucial. Hein. Nous, à titre... Nukai, nous travaillons dans un projet... avec des centres de commandement de l'OTAN où il s'agit de surveiller des masses de données ouvertes et fermées et là-dessus de faire de l'aide à l'analyse. Nous rêvons évidemment de développer un agent qui puisse monitorer en temps réel toutes les données qui arrivent, faire des déductions à partir de tous ces éléments et pouvoir lancer des alertes en temps continu. Là aujourd'hui, c'est encore un rêve, mais c'est quelque chose qui se profile. Donc l'autonomie. Bien sûr, les agents ils vont avoir une grande capacité de communication, puisque comme ils pourront communiquer avec un humain, il y aura un enjeu d'explicabilité, parce que c'est comme dans une relation normale, la confiance se bâtit. Et donc, pour que l'humain puisse faire confiance à la machine, il faudra que la machine explique un certain nombre pourquoi elle propose telle ou telle action. Donc, la communication, l'explicabilité, ces agents devront en faire preuve. La personnalisation, parce que le couple homme-machine, on ne s'adapte pas à Jean-Baptiste comme on s'adapte à Xavier. La machine devra être capable de détecter la façon d'interagir de l'humain et de lui apporter les réponses qui lui conviennent à lui. C'est très important. Donc l'adaptabilité. Donc ça veut dire de faire travailler avec l'intelligence artificielle des champs un peu différents, un peu décalés, comme les sciences cognitives par exemple. La transférabilité, les agents qui pourront être entraînés dans un domaine particulier, normalement, devront pouvoir être transférés à un domaine connexe avec pas mal de souplesse. C'est aussi une caractéristique importante de cette IA des agents. Bref, donc aujourd'hui, c'est un buzzword. Il y a quand même des entreprises qui faisaient de l'IA des agents sans le savoir, hein, un peu comme M. Jourdain, c'était notre cas. Mais en tout cas, nous sommes convaincus que c'est vraiment l'avenir de l'IA. Et bien sûr, c'est une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle pour des acteurs plus petits, qui sont autres que des GAFAM, puisque justement, il y a des approches alternatives à l'IA des données, puisque les agents devront manipuler des données multicanales, hein, du discours, des images, des tas de données très différentes, mais avec une intelligence de fusion de données, une capacité à raisonner, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui des IA génératives, une capacité à faire des déductions et à communiquer avec l'humain. Donc, c'est une source d'espoir. En plus, tout ce que j'ai décrit, ce sont des capacités différentes de l'IA générative, des intelligences, comme l'humain conjugue plusieurs intelligences, ces IA devront conjuguer plusieurs intelligences. Mais ça veut dire que ce n'est pas un acteur monolithique qui pourra porter ce genre d'IA, mais plutôt des acteurs qui sont des spécialistes de différentes IA qui devront collaborer. Et ça, c'est une très bonne nouvelle pour la France aussi, puisque justement, en France, il y a une excellence scientifique qui fait que
il y a des acteurs académiques, des entreprises, et puis même des organismes d'État, hein, des chercheurs qui sont excellents dans différents domaines de l'IA. Donc maintenant, tout l'enjeu, ce sera de les agréger. Donc voilà pour le panorama de l'IA, et ça me fournit une transition pour cette fois-ci un niveau beaucoup plus micro. Quid de la France, quid de l'IA pour la défense en France? Et ça, c'est la deuxième nouvelle que je viens vous annoncer, et je pense que c'est à ça que faisait référence Xavier. Alors, sur l'IA de défense en France, rappelons l'ambition du président qu'il a annoncé dans un discours il y a quelques mois, disant qu'il voulait faire de la France un des 3 premiers pays de l'intelligence artificielle. C'est une ambition tout à fait noble, mais à laquelle il faut donner une réalité. Et aujourd'hui, force est de constater que nous ne sommes pas dans le top 3 ni dans le top 5 de l'intelligence, de l'innovation en intelligence artificielle de défense. C'est très clair. Alors, il y a plusieurs raisons à cela. D'abord, en France, la défense, l'innovation traditionnellement dans la défense est portée par des grands groupes qui sont mandatés par la Direction générale de l'armement et puis qui sous-traitent ensuite à différents acteurs, dont des PME et des startups. Ce modèle-là ne peut pas marcher dans l'intelligence artificielle pour 2 raisons. D'abord, un problème de réactivité. L'IA, on ne développe pas un programme d'IA comme on développe un char et encore moins un avion. Ça ne peut pas prendre 15 ans. Quand on regarde les cycles de développement des technologies en Ukraine, ça prend 2 semaines pour qu'un camp développe, sur les drones par exemple, développe une technologie et pour que le camp d'en face trouve une réponse. 2 semaines, on est loin de 15 ans. Donc, et on ne peut pas demander à des mammouths, j'ai aucune agressivité contre les grands groupes industriels français, mais on ne peut pas demander à des mammouths de faire des sprints sur 50 mètres, ça ne marche pas. Donc, l'innovation doit être portée, à mon sens, par des acteurs plus agiles, plus petits, plus réactifs, surtout dans les premiers temps, pour prototyper, quitte après à se tourner vers les grands groupes pour industrialiser. Bien, c'est un vœu qui a été émis par le directeur général de l'armement, hein, Emmanuel Kiva, depuis longtemps, mais ça exige de rassembler des forces parce qu'on ne peut pas demander à une société comme la mienne, qui a 30 salariés, de couvrir tous les champs de l'IA nécessaires dont j'ai parlé pour l'IA des agents. Donc, il était important de fédérer un certain nombre d'acteurs souples, réactifs, des startups, des PME. Et il y en a plein en France. Eh bien, la nouvelle, c'est que c'est désormais chose faite. Nous avons créé en mai 2024 la FIADS, qui est la France IA Défense et Sécurité, qui est une escadrille de start-up et de PME qui regroupe une vingtaine d'acteurs qui couvrent des champs de l'intelligence artificielle extrêmement différents. Donc, il y a ma société Nukai qui va développer une IA qui va permettre de coordonner des différentes IA. Il y a des très belles boîtes comme Kairos qui sont spécialisées dans l'analyse d'images, LTU, des boîtes comme Icarus Swarms qui s'occupent de dessins de drones. Bref, énormément des acteurs extrêmement divers qui volent en escadrille, qui vont essayer de répondre à des problématiques très concrètes dans un temps réduit, de développer des prototypes très rapidement, des quick wins comme on dit en bon franglais, et puis après se tourner vers, bien sûr, s'il s'agit d'industrialiser, d'intégrer dans les forces armées, se tourner dans un deuxième temps seulement vers les acteurs industriels qui sont tout à fait au fait et tout à fait d'accord avec ce schéma-là. Donc, cette escadrille, elle porte beaucoup d'espoir. Elle a une volonté de se porter très vite à l'international, puisque le marché français n'est pas suffisant pour des startups qui s'impliquent dans le domaine de la défense et de la sécurité. On en a eu malheureusement quelques exemples récents, des startups qui étaient uniquement tournées vers le marché français et qui finissent par être achetées à vil prix par des groupes. Et donc, se développer à l'international, prototyper des choses et ensuite, pourquoi pas, si ça marche, pouvoir générer, en tout cas, susciter l'intérêt des forces françaises. Voilà toute la philosophie de la FIADS. Donc, pour résumer mon intervention, il y a deux choses à retenir.
le panorama de l'IA a changé. Je vous conseille de surveiller le Agentic AI ou l'IA des agents, parce que c'est quelque chose dont le bruit va monter, mais qui va revêtir une vraie réalité et qui est susceptible de transformer vraiment la vie de chacun, encore plus que l'IA générative. Première chose. Deuxième chose, eh bien, longue vie à la FIADS, puisque pour la première fois en France, on a un bras armé, j'ai envie de dire, pour répondre aux questions urgentes de défense et de sécurité, qui sont un enjeu majeur de souveraineté et qui se coordonneront bien sûr avec les acteurs gouvernementaux, comme la nouvelle agence pour l'IA, l'AMIAD. Et donc, en tout cas, on a beaucoup d'espoir pour ça. Alors, sur une note un tout petit peu plus personnelle pour conclure, je devrais vous abandonner. Alors, non pas parce que j'ai rendez-vous, mais je dois aller voir mon père qui est à l'hôpital et qui, justement, qui a eu une thrombose. Alors, son scanner ressemblait un peu à la carte montrée par Xavier, avec autant de points que de nœuds sur la carte. Mais, écoutez, une semaine après, grâce à la science et à l'excellence de la Pitié-Salpêtrière, il n'y a plus tous ces points. Donc, ayons confiance en la science, que ce soit pour un humain ou, écoutez, en tout cas pour résoudre les grands problèmes de demain. Je vous remercie. Comme la situation est ce qu'elle est, j'imagine que tu vas partir d'ici combien de temps? Je peux répondre à des questions aussi. Voilà, donc maintenant, on va faire tout de suite les questions pour Jean-Baptiste avant qu'il parte, de manière à ne pas vous frustrer. Donc maintenant, s'il y a les micros, vous avez... Ouais, parfait. Donc s'il y a quelqu'un qui veut poser en haut, là, tout en haut, bien entendu, toujours au dernier rang en haut, il y a un charmant barbu là-haut qui semble au dernier rang vouloir vous poser une question, et comme ça, Jean-Baptiste pourra vous répondre. Et préparez-en d'autres, parce que ce n'est pas tous les jours qu'il répond aux questions du public. Oui, bonjour, merci pour cet exposé. C'est ouvert? Oui. Que pensez-vous de l'initiative de Microsoft de réquisitionner une centrale nucléaire à Three Mile Island pour développer l'IA? Est-ce qu'ils ne sont pas en retard? Je n'ai pas du tout entendu parler de cette nouvelle. Est-ce que vous pouvez juste un tout petit peu détailler, parce que c'est... J'ai lu dans les journaux, c'est une information de presse, que Microsoft passait un contrat pour utiliser l'énergie nucléaire d'une centrale de Three Mile Island qui serait réactivée pour lui permettre justement d'avoir suffisamment d'énergie pour développer de l'IA. Est-ce que ce n'est pas un peu contre les évolutions que vous nous indiquez actuellement? Non. Effectivement, l'IA générative, j'ai pas du tout dit qu'elle était morte. J'ai dit qu'elle avait vocation. Au contraire, il y a des acteurs comme Microsoft, évidemment, qui poussent énormément, nécessitent des ressources informatiques absolument délirantes et qui ne sont pas compatibles avec les engagements climatiques et autres. Donc, bien sûr, l'IA générative va continuer à se développer, mais on peut pas aller, ça peut pas être exponentiel comme on nous l'avait prédit. Et c'est peut-être une des preuves, parce qu'une centrale nucléaire, quand même, toutes les entreprises ne peuvent pas se permettre d'avoir accès à ce genre de ressources, quoi. Bonjour, merci pour votre intervention. J'aurais voulu savoir, en même temps que d'être chef d'entreprise, comment vous percevez et les conséquences que peut avoir après l'IA générative, cette IA d'agent, puisque quand on regarde la Chine, l'IA telle qu'elle est diffusée dans la société, dans le tissu économique, pose déjà des problèmes qui peuvent aller jusqu'à des crises sociales, à savoir que vous avez tout un segment de la jeunesse chinoise qui se retrouve massivement au chômage et dont la cause est réellement l'IA. Donc l'IA peut générer aussi à terme des crises politiques et sociales. Comment accompagner en fait socialement ces nouvelles technologies
et à bonne dose? Alors oui, il y a l'idée, et on le voit bien quand on discute nous-mêmes avec des partenaires et qu'on va voir des équipes, il y a toujours cette hantise de se dire mais l'IA va me remplacer. Alors bien sûr, il y a des emplois qui vont être supprimés, ça c'est clair, mais j'ai envie de dire, un peu comme à chaque transformation, peut-être encore plus parce que c'est une transformation conséquente, mais fondamentalement, l'humain, le cas de figure le plus commun, ça sera quand même l'humain ne sera pas remplacé par une IA, mais sera remplacé par un humain qui sait utiliser l'IA. Voilà, c'est plutôt ça la réalité. Alors, bien sûr, il y a tout un travail d'accoutumance, hein, on n'en est pas là, il y a tout un travail d'accoutumance qui prend du temps, et ça, j'ai envie de dire, c'est un peu comme toutes les grandes transformations. Maintenant, à nous, aux acteurs de l'IA, de dédramatiser, d'expliquer que, justement, que l'intelligence artificielle, ce n'est pas seulement déverser tout et accomplir des tâches auxquelles on ne comprend pas grand-chose, finalement, mais justement, le fait d'avoir des IA avec lesquelles on puisse interagir, qui puissent nous expliquer et aussi nous faire évoluer, parce que c'est ça, c'est toujours ça, c'est l'échange. Je pense que c'est de nature aussi à renforcer la confiance et à terme l'adoption de l'IA par tout le monde. Ah d'accord. Alors, c'est moi ou oui, excusez-moi. Oui, justement, dans le même sens, j'ai pas bien perçu l'avantage de vouloir fabriquer des machines qui essaient de copier l'intelligence humaine à la place d'utiliser directement l'intelligence humaine. Alors oui, effectivement, aux origines, l'intelligence artificielle, c'était ça. C'était quand, dans les années 50, des chercheurs du MIT se sont réunis et ils ont dit, ben voilà, on va créer des algorithmes, des machines qui peuvent effectivement effectuer des tâches qui sont d'habitude réservées à l'humain. Alors eux, ils étaient ambitieux, hein, parce c'était en 55, je crois, et ils se sont dit, bon, bah, l'été prochain, on aura plié le sujet. Bon, ça n'a pas exactement été le cas, mais l'idée, c'est pas du tout de copier le comportement humain ou d'atteindre le niveau de l'humain, c'est de pouvoir décupler les capacités de l'humain. C'est plus l'humain augmenté, c'est comme ça que je vois. C'est pour ça que le terme d'intelligence artificielle est déjà fallacieux en soi. C'est plutôt de l'intelligence augmentée. Quels outils peut-on mettre à disposition de l'humain pour qu'il puisse avoir des facultés, pour qu'il puisse mettre son intelligence au service de tâches pour lesquels il est meilleur et il peut être meilleur que la machine. Donc il faut plus voir le sujet comme un couple homme-machine. Et la machine effectuant certaines tâches plus... voilà, chacun a son domaine de compétences. Je suis désolé, j'entends pas du tout. Merci. Je pense que tout le monde a vu le film 12 hommes en colère. Donc, tout le monde était d'accord pour culpabiliser la personne dont j'ai oublié le nom. Et il y en a un qui, après moultes efforts et en dehors de la pensée commune, basée sur les probabilités et tous les calculs, qui a réussi à démontrer le contraire. Et je me demande si l'IA ferait ça, parce que l'IA, c'est quand même du calcul de probabilité. Ça tombe bien, non. Ça tombe bien, non, on ne lui demandera pas de juger des gens, certainement pas, hein, il n'y aura pas de juge automatique, hein, donc justement, non, voilà, et ce n'est pas l'objectif.
Et il faut que l'humain, il y a des domaines hein, comme celui que vous avez cité, mais on peut penser à d'autres qui sont des domaines critiques, et justement l'humain doit être celui qui prend la décision au final. Donc, et bien évidemment, il ne s'agit pas de faire disparaître l'humain de la boucle de décision, bien au contraire, mais plutôt de lui fournir des outils de réflexion et des outils de décision beaucoup plus précis que ce qu'il avait à disposition a priori. Bonjour, merci pour votre témoignage et ces éléments réjouissants sur cette technologie. Vous qui êtes au cœur du réacteur et dans le business en même temps, vous n'êtes pas juste un chercheur, vous essayez aussi de travailler la rentabilité de ces sujets. Quelle compatibilité aujourd'hui sur ces sujets IA entre business et limites écologiques, on va dire? Et également, j'aimerais savoir quel est le niveau de maturité aujourd'hui. Vous opposiez IA générative et agentic AI. Quel est le niveau de maturité que vous donnez, sachant que vous travaillez sur ces technologies, sur cette dernière? Merci. Alors, oui, pour l'IA générative, le rapport avec l'écologie, il est vite vu. Hein, on en a parlé tout à l'heure. Quand il faut des centaines de millions de ressources et donc d'énergie pour entraîner des modèles d'IA générative, on imagine bien qu'en plus, avec une adoption exponentielle, on voit bien les limites écologiques assez rapidement. Donc, il y a une contradiction évidente entre une adoption massive de l'IA générative un peu sauvage, telle qu'on l'a vu dans les derniers mois, et des impératifs écologiques. Ça c'est très très clair. Maintenant, justement, le mérite des approches alternatives dont je vais parler est très important. Dès qu'il s'agit de... Parce qu'on a l'idée, quand on est un petit peu néophyte, que l'IA, c'est uniquement de l'intelligence d'apprentissage ou avec des tonnes de données, etc. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Xavier aime bien un exemple qui est, que je ressors, qui est un de nos premiers travaux, ça a été avec des compagnies aériennes pour travailler sur de la planification hein, d'opérations. C'était un processus que les équipes mettaient 10 jours avant à planifier des opérations. C'est très complexe, hein, donc mettaient 10 jours à faire. Nous, au bout de 6 mois, nous sommes arrivés à leur proposer un algorithme qui évidemment optimisait beaucoup mieux que l'équipe humaine et tournait en 5 minutes. Là-dedans, il y avait 0 apprentissage. Ça tournait sur un petit ordinateur de bureau. Donc, faire attention quand on parle d'IA à la dimension apprentissage qui peut être énorme quand il s'agit d'IA générative, peut être importante quand il s'agit d'analyser des images et d'entraîner des modèles d'apprentissage d'images, mais il y a des tas de tâches que les futurs agents hein, de l'IA, puisque maintenant on essaye de parler dans ce contexte-là, il y a des tas de tâches, notamment des tâches de planification ou certaines d'optimisation, qui ne prennent pas du tout de ressources. Donc, j'ai envie de dire, l'avènement d'une IA un peu différente est plutôt une bonne nouvelle pour la planète. Voilà, plutôt. Maintenant, il s'agit de mettre, et il y a un autre sujet, c'est comment on peut mettre à profit l'intelligence artificielle pour relever les défis climatiques. Ça, c'est une autre question, mais ça sera pour une autre conférence, j'imagine. Bonjour. Ici. Ma question, c'est est-ce que vous vous appuyez sur des plateformes cloud pour votre intelligence d'agent? Et si oui, est-ce un cloud souverain ou est-ce que vous appuyez sur un cloud du marché? Et ma deuxième question, c'est vous parlez d'agent. Un agent, ça peut être retourné. Comment vous sécurisez, en tout cas dans le milieu de l'espionnage, un agent, ça peut être retourné. Si j'ai compris le principe, l'agent sera intelligent et sera le reflet d'une culture, donc il peut être retourné. Comment vous sécurisez ça? Et est-ce que la partie cybersécurité fait partie de votre écosystème de start-up?
Alors, il y a plusieurs questions, hein. Alors, pour ce qui est du cloud, comme justement, nous, on développe des approches qui sont assez frugales, on n'a pas un besoin d'avoir accès à des grandes ressources. Alors, il se trouve que pour des travaux académiques, on a accès au supercalculateur Jean Zay, mais qui est étatique. Donc ça, c'est merci la France, hein, d'être dans cet écosystème-là. Mais effectivement, alors il y a des sujets, tous les sujets défense, on a bien sûr accès à des clouds. Notre partenaire étant Thales, on a accès à des clouds effectivement souverains. Maintenant, définir ce que c'est que souverain pour un cloud, bon, on ne va pas le faire aujourd'hui. La deuxième question, c'était... les possibilités de retournement de la... Oui, alors je pense qu'on retourne plus facilement un agent humain qu'un agent informatique. Mais en fait, c'est lié à votre autre question, qui est la cybersécurité. Et oui, évidemment, alors une fois de plus, nous ne sommes pas des experts de cybersécurité, mais quand on développe des agents justement tels que j'en évoquais un pour des centres de commandement OTAN, l'enjeu de cybersécurité est évidemment énorme. C'est pas nous qui faisons ça, mais on a des partenaires qui sont plus calés que nous, quoi. Sur ce sujet-là, encore, cette question-là est derrière, là, monsieur a demandé, et puis on passera à la suite parce que l'heure tourne. Hein. Jean-Baptiste a son papa à aller voir. Merci beaucoup, monsieur, pour votre intervention. J'avais une question technique. Est-ce que les modèles entraînés pour créer des agents sont les mêmes que pour entraîner des IA génératives? C'est-à-dire que pour GPT, c'est le modèle GPT. Est-ce que ce sont les mêmes modèles sur les agents? Alors, l'ambition, hein, parce qu'aujourd'hui, les agents, ça reste très conceptuel, hein, bien sûr, et c'est embryonnaire. Idéalement, ils devront intégrer, ce sont des agents qui devront intégrer des LLM. Ils devront aussi faire ça, mais les LLM feront partie de leur arsenal au même titre que d'autres types d'algorithmes. Et il faudra qu'à l'intérieur, ils puissent faire parler justement d'autres types d'algorithmes. Mais oui, c'est plutôt une inclusion. C'est l'idée d'aller au-delà des modèles fondationnels et de les utiliser, bien sûr. La FIAD, qui consiste à faire voler en escadrille vos sociétés innovantes, est-ce qu'à votre connaissance, il existe la même envie chez les grands industriels pour avoir, de la part des startups de l'intelligence artificielle, la fédération d'un certain nombre d'outils pour être très performants et reprendre un peu le leadership industriel? De mémoire, Airbus, c'était un groupe, c'était un groupe d'entreprises, non? L'automobile aussi. Voilà. Quand il s'agit d'aller conquérir un marché bien juteux, les industriels savent bien s'allier entre eux. Ça, il n'y a pas de doute. Partager le gâteau avec des acteurs plus petits, ça c'est compliqué. Mais aujourd'hui, il faut bien dire que quand il y a des appels d'offres, je ne vais pas parler de programmes comme Artemis, mais pour blesser personne, mais on voit bien que des acteurs, mettre ensemble des acteurs de taille importante, ça ne marche pas toujours, quoi. Ça ne marche pas toujours. Donc là, l'idée de la FIAD, c'est vraiment de renverser le paradigme classique, grand groupe qui discute avec l'État et qui ensuite sous-traite. C'est de dire, non, là maintenant, on va renverser cette temporalité. C'est les petits, alors ça nous arrange, hein, mais c'est les petits qui vont aller très vite chercher des marchés, développer des prototypes, et ce n'est que dans un deuxième temps qu'ils discuteront avec qu'on intégrera les grands groupes qui souhaiteront s'associer et industrialiser et intégrer, bien sûr, pour apporter toute leur crédibilité en termes de gestion de projet.